Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. En tant que naturaliste, je m'intéresse à toutes les espèces du vivant, mais j'affectionne particulièrement celles réputées difficiles d'approche, comme c'est le cas des sangliers. Leur intelligence, leur sensibilité et leur façon de fonctionner sont vraiment passionnantes à observer, et chaque moment passé en leur compagnie est un cadeau. C'est vraiment un animal captivant et dont la structure sociale complexe et riche ne cesse de m'émerveiller. Forêt, marais, plaines, montagnes et même en zone périurbaine, le sanglier s'adapte à tous les biotopes, même si on ne le voit presque jamais. Très peu de gens s'intéressent réellement à cet animal, dont l'ombre massive mais furtive habite les forêts et les sous-bois. Pourtant, il est celui qui déchaîne les passions, celui qui déclenche les polémiques les plus vives quand on évoque les dégâts aux cultures. Il est devenu la bête noire à éradiquer et à qui on livre une guerre sans merci. Le gibier que les chasseurs tuent en masse, il est le bouc émissaire de nos erreurs en matière de gestion de la nature. Néanmoins, le sanglier joue en fait un rôle primordial pour la forêt. Jamais une espèce n'aura suscité autant de mépris de la part de l'homme. Même le loup, pourtant craint et souvent tué illégalement, n'attise pas autant de haine et d'acharnement de la part de ses opposants dans leur volonté de le détruire. Car si les éleveurs et les chasseurs veulent la peau du grand prédateur, celui-ci bénéficie tout de même d'un statut de protection et d'un capital sympathie auprès d'un large public. Mais le sanglier, lui, qui peut dire l'aimer sincèrement? Qui le défend et le protège concrètement? La majorité des associations qui se disent en faveur de la nature s'en désintéressent, ou pire, cautionent son arrêt de mort en donnant leur autorisation pour des battues en pleine réserve naturelle. Les ornithologues l'accusent de manger des œufs ou des oisillons et le rendent parfois responsable d'une diminution des effectifs de certaines espèces d'oiseaux. Mais pourquoi le sanglier est-il considéré, et d'ailleurs bien à tort, comme un nuisible par la plupart des gens? C'est avec Stéphane Souter, docteur en biologie, qui a également étudié les sangliers, que nous allons en parler. Alors j'étais amené pour étudier le sanglier. En principe, on voulait vraiment trouver des solutions pour résoudre les problèmes, les différents problèmes que le sanglier cause. Le but de cette étude, c'était de trouver des différentes mesures de prévention pour justement protéger les différents champs agricoles. Dans notre étude, on a aussi comparé des différentes méthodes pour compter les sangliers et on a constaté que la méthode comptage au phare qui est utilisée dans différents cantons n'est pas fiable. On a développé aussi des techniques pour pouvoir compter les sangliers. Parce que ça, c'est quelque chose qui est très difficile. Et dans la plupart des cantons en Suisse, on ne sait pas combien de sangliers il y en a. Ce qu'on fait en principe, c'est sur la surface intéressée, on distribue des pièges photos. Et après, on laisse ces pièges photos pendant, par exemple, 3 semaines. Et après, on compte combien de sangliers sont passés devant ces pièges photos. Et chaque piège photo couvre une certaine surface. Avec la vitesse moyenne du sanglier, plus la surface qui couvre le piège photo, on peut calculer après sur toute la surface combien de sangliers il y en a. Pour avoir la vitesse des sangliers, on a dû mettre des colliers GPS pour savoir où ils sont et aussi à quelle vitesse ils se déplacent. Dans la biologie des sangliers, il y a des grandes fluctuations dans les nombres. Ça veut dire que si les conditions sont idéales, il y a beaucoup à manger, ils vont reproduire beaucoup. Par exemple, s'il y a un hiver qui est un peu plus dur, après il y a aussi plus de mortalité. Les sangliers ne sont pas distribués d'une façon égale sur toute la surface. Justement, par exemple, des réserves naturelles, là, ils aiment bien être parce que là, ils sont tranquilles. Alors là, le nombre est plus grand. Mais par contre, dans les forêts, sur les plateaux, le nombre est plus petit. Le sanglier il a un rôle important dans l'écosystème parce que c'est un des rares animaux qui travaille vraiment le sol. Alors un sanglier peut creuser jusqu'à 60 cm de profondeur et bouger la terre. Ça, c'est une influence sur l'écosystème. Alors on dit un sanglier dans une saison, il peut tourner 4 terrains de foot. Ça veut dire si on a plusieurs sangliers, c'est quand même une surface importante qui est travaillée. Ça donne une certaine dynamique après dans le sol qui est positive pour la biodiversité. Alors on a le humus qui est bien mélangé, on a des semences, des spores de champignons qui arrivent dans la bonne profondeur dans le sol et ça aide à pousser ces différentes plantes et champignons. Après il y a aussi par exemple dans la forêt,
des surfaces de fougères qui sont très denses. Là, pour des arbres, c'est très dur de pousser parce qu'il y a toute la lumière qui est prise. Et les sangliers, ils aiment bien les racines des fougères. Ça veut dire dans les endroits comme ça, quand les sangliers travaillent, ils cherchent ces racines des fougères, ils libèrent la place et ils ouvrent cet espace pour que les arbres peuvent pousser. Et ça aide aussi la forêt après pour que ces arbres ils se développent. En plus, quand les sangliers travaillent le sol, c'est aussi important pour l'aération du sol et aussi le système hydraulique de la forêt. Maintenant, pourquoi on a autant de sangliers? Si on regarde la biologie du sanglier, c'est une espèce qui se reproduit vite, en principe comme des souris, hein, mais seulement c'est une souris à 60 kg. Mais c'est un peu cette stratégie de reproduction. Si on compare à les autres ongulés, cerfs, chamois, chevreuils, ils ont seulement 1 à 3 petits, mais pas comme les sangliers. Le sanglier, il s'adapte tout de suite aux conditions de l'environnement. S'il y a beaucoup de nourriture, ils vont reproduire. Et ça, c'est le problème de base en fait. Ici, on a tellement de nourriture à disposition pour le sanglier. Il peut vraiment se servir et c'est ça le problème de base. Pourquoi on a autant de sangliers et aussi autant de dégâts. Si on veut vraiment résoudre le problème ou diminuer ces problèmes qu'on a, on doit limiter l'accès à la nourriture de haute énergie aux sangliers. Et ça, on peut faire par exemple avec des mesures de prévention. Et dans ces mesures de prévention, il y a par exemple des clôtures, des effaroucheurs acoustiques, mais très important, c'est aussi il faut adapter les cultures. Alors, le sanglier, en principe, ce qu'il a besoin, c'est la nourriture à boire et un endroit tranquille. Et ça, il trouve souvent dans les réserves. Alors c'est pour ça, c'est important de ne pas mettre des cultures de haute énergie juste à côté des réserves où ils se tiennent. Parce que comme ça, ils peuvent depuis leur cachette directement aller sur le buffet, manger et se cacher de nouveau dans les réserves. Dans notre étude, on a mesuré la densité des sangliers dans les réserves. On a constaté qu'il y a quand même une densité importante et ça pourrait avoir des effets négatifs sur l'écosystème, par exemple sur les oiseaux qui nichent par terre. C'est pour ça qu'on a fait une expérience avec des nids artificiels. Dans ces nids, on a mis des œufs de caille et on les a observés avec des caméras. Et on a constaté que sur 30 nids, il y avait seulement 2 où les sangliers ont visité, ils ont mangé les œufs. Le prédateur le plus important, c'était la martre et le fouine. Avec l'augmentation des populations de sangliers, ils essayent de réguler maintenant cette population avec la chasse. On a une forte pression de chasse sur les sangliers, pas seulement dans le temps ou pendant l'année, mais aussi dans l'espace. Ça veut dire qu'on permet aussi la chasse dans les réserves. Et ça, c'est problématique parce que ça a des effets négatifs sur les réserves. Souvent, la chasse est faite pendant l'hiver, ça veut dire c'est là le temps quand il y a les oiseaux migrateurs qui sont dans les réserves. Et c'est clair, avec des chasses pendant cette période, ça perturbe ces oiseaux. S'ils doivent s'envoler, revenir, aller ailleurs, ça prend beaucoup d'énergie. C'est pour ça que c'est vraiment inadmissible de chasser dans les réserves. Moi, je pense pour régler la population des sangliers, on ne peut pas seulement le régler avec la chasse. Il faut avoir des autres approches qui sont importantes, par exemple la disposition de la nourriture. Alors dès qu'il y a autant de nourriture à disposition, on peut tirer autant de sangliers qu'on veut, il va toujours avoir beaucoup de sangliers. Ça veut dire qu'on doit maintenant mettre en place des mesures de prévention, des mesures qui font que les sangliers n'ont plus accès à cette nourriture. Il y a des différentes mesures de protection qu'on peut utiliser pour protéger les champs agricoles. Dans notre étude, on a testé l'effaroucheur acoustique. Il utilise des différents bruits que les sangliers font. Alors en principe, on leur a parlé dans leur langue pour leur dire « Ah non, pas venir sur ce champ-là, c'est dangereux ». Après, cris d'alarme, cris d'alerte et à raconter vraiment des histoires pour leur dire « Ne pas venir ici ». Et on avait des sangliers avec des colliers GPS, on
on a bien vu comment ils se déplacent dans l'espace et ils se laissent effrayer par ces effaroucheurs. Alors, ça peut fonctionner. Après, une autre mesure de prévention, ce sont les clôtures. Pour les clôtures, là, c'est important qu'ils soient bien installés, solides, et aussi, c'est des clôtures électriques. Hein. Il faut avoir une haute tension pour que c'est efficace. Et après, ça ne suffit pas seulement une fois installer ces clôtures électriques, mais aussi, il faut aussi les contrôler. Ça veut dire 2 à 3 fois par semaine, il faut vraiment contrôler toutes les clôtures pour être sûr qu'ils sont efficaces. Maintenant, proche des réserves, qu'est-ce qu'on peut cultiver comme alternative au maïs? Il y a par exemple le sorghum, qui est une plante herbacée qui peut grandir jusqu'à 3 mètres. Cette plante, on peut l'utiliser comme le maïs, comme nourriture pour le bétail. Mais l'avantage, c'est que les sangliers, ils ne mangent pas, ils n'aiment pas. Et ce sorghum, il a 2 avantages. Premièrement, vu que les sangliers n'aiment pas cette culture, ils ne vont pas aller dedans et faire des dégâts. Et deuxièmement, s'il y a maintenant plus de sorghum au lieu du maïs, donc il y a moins de nourriture pour les sangliers et moins de reproduction chez les sangliers. Le sanglier a une image un peu négative aussi parce qu'on entend toujours ces histoires des sangliers qui attaquent les humains. Mais en principe, un sanglier en bonne santé, il ne va jamais attaquer un humain, il s'en va s'il a la possibilité. Ces histoires de sangliers qui attaquent, ça vient des sangliers blessés, par exemple pendant la chasse, ou bien sur les routes, s'il y a un sanglier qui est blessé, c'est clair, là, il va essayer de se défendre. Mais un sanglier en pleine santé, ils ne vont jamais attaquer un homme. Par rapport aux statistiques, au nombre des sangliers, ce n'est pas toujours quand il y a beaucoup de dégâts, il y a aussi beaucoup de sangliers. Ce qu'on a constaté dans notre étude, c'est parfois c'est un seul sanglier qui peut faire un dégât énorme sur un champ. Et donc, c'est plus efficace de faire justement des tirs dissuasifs, par exemple, là où il y a vraiment les problèmes, et vraiment tirer ces individus qui causent des problèmes, et pas faire des chasses générales sur toute la surface et par conséquent avoir tous ces dérangements. Tuer des sangliers en masse ne résoudra pas le problème de notre lamentable gestion de la nature. Pourtant, des solutions existent. Comme nous l'avons vu dans cette vidéo, le sorgho pourrait remplacer le maïs, surtout près des remises de sangliers, et on éviterait ainsi bien des problèmes, des massacres et des dérangements. Et n'oublions pas que les céréales ne font pas partie de l'alimentation de base des herbivores, qui devraient être nourris essentiellement d'herbes et de foin. Mais au nom de la rentabilité et du profit, on modifie leur nourriture afin d'obtenir un engraissement plus rapide. Il y a là également matière à réflexion. Tant que l'agriculture intensive et l'élevage seront subventionnés, nous continuerons à tourner en rond encore longtemps. C'est donc bien au niveau politique que les choses doivent également évoluer en subventionnant davantage le sorgho ainsi que l'agriculture végétale biologique. En plus de protéger les cultures, nous devons faire marche arrière et redonner de la place à la nature. Par exemple, en stoppant ou diminuant la consommation de produits animaux, pour des raisons éthiques étant donné la maltraitance que l'élevage engendre, mais aussi pour des raisons écologiques. Saviez-vous que 70% des terres cultivables et 30% de la surface totale terrestre sont utilisées rien que pour l'élevage, avec les pollutions qui en découlent? Ce qui paraît utopique aux yeux de certains est pourtant la meilleure solution pour la nature. Imaginez que toutes ces parcelles soient rendues au monde sauvage. Les sangliers nous montrent clairement que nous sommes responsables d'un total bouleversement et d'un dysfonctionnement profond de la nature. Alors au lieu de les tenir pour responsables de toutes nos erreurs et de les massacrer, ne devrions-nous pas plutôt apprendre à vivre avec eux et avec la nature ?